Salut camarades de la chose ludique, la forme, vous allez bien? Moi je pète le feu parce que très bientôt, à Toulouse, il y aura le festival Alchimie du jeu de Toulouse, un des plus grands festivals de jeux de France auquel je vais depuis une quinzaine d'années. Là c'est la 20e édition, ça va être trop bien, trop cool, et ça sera l'occasion de jouer à tous les meilleurs jeux sortis ces dernières semaines, et tous les meilleurs jeux qui vont sortir dans les semaines à venir. Parce qu'il y aura pas mal d'avant-premières, vous allez pouvoir découvrir ce qui va faire l'actualité du monde du jeu, les jeux qui buzzent. Si vous n'êtes jamais venu, faut venir. C'est rempli de gens qui sont habillés en orange, comme moi, qui sont les bénévoles de l'alchimie du jeu. Ils vont vous expliquer des jeux pendant tout le week-end. Ils sont 500. Pas les jeux, hein, les gens qui vous expliquent. C'est-à-dire que chaque année, c'est entre 15 et 20 000 entrées. Donc dites-vous que c'est tumultueux tout ça, mais c'est plutôt chouette. Le parc des expos est flambant neuf, est grand, vitré. C'est plutôt très agréable comme lieu et comme festival de manière générale. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des jeux qui nous ont beaucoup plu dans les jeux sortis au courant du mois d'avril, et dans les jeux qui nous ont beaucoup plu dans ce qui va sortir au mois de mai. Et tous ces jeux-là, vous allez pouvoir les retrouver sur le festival, et dans notre boutique, qui sera délocalisée le temps d'un week-end sur le festival du jeu. Même si on est toujours ouvert en centre-ville, vous pouvez passer, on fera une braderie. On vendra plein de jeux à pas cher. Combo du plaisir. Au Festival Alchimie, vous allez voir, il y a pas mal de jeux d'ambiance qui sont sortis, de choses très fédératrices auxquelles vous allez pouvoir jouer avec tous vos potes, même ceux qui ne sont pas passionnés de jeux. Ramenez-les au festival, c'est l'occasion de passer un bon week-end ensemble. L'entrée est gratuite. Enfin, disons qu'elle est à prix libre. Si vous laissez des sous, ça permet d'organiser un festival pour l'année d'après. Je vais commencer par vous parler des jeux qui nous ont beaucoup plu et qui seront en avant-première au festival. Vous pourrez y jouer, voire même acheter des boîtes. Auparavant, ils sortiront dans le commerce dans les semaines à venir. Et il y a plein de trucs que nous on a vu depuis le début de l'année, à Cannes, et qui sortent pour l'occasion. Et je suis non seulement très content, comme toujours, de pouvoir vous en parler en vidéo et de vous partager ma passion, mais c'est encore plus chouette quand on a vos retours, vous venez sur le festival, vous y jouez, et vous nous dites « Ah, on vient d'y jouer, c'était trop cool! On vient d'y jouer, on n'a pas aimé du tout !» Bon, ben au moins, ça permet de savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Mes goûts ne sont pas forcément toujours universels, même si, généralement, on aime bien les mêmes trucs. Ça, c'est la liste de ce qu'il y en aura en avant-première. Je sais pas par quoi je commence. Tiens, on va commencer par un truc qui pète un peu. Hop! Mantis. Mantis, c'est une énorme boîte beaucoup trop grande. Et puis, c'est des arcs-en-ciel, c'est des insectes, on ne comprend rien à ce qu'il y a sur la boîte. Moi, vous savez que j'aime bien un peu les jeux moches et j'aime bien les tout petits jeux de cartes. Mantis, c'est un tout petit jeu de cartes un peu moche. C'est les gens qui font Exploding Kitten qui font ça. Je sais pas si vous aimez les gros jeux stratégie, les Terraforming Mars, les barrages, les projets Gaïa qui durent des heures avec des tas de pions partout. Si vous aimez ça, ne jouez pas à Mantis. Enfin, jouez-y quand même, mais attendez-vous à un truc légèrement plus surprenant. Dans Mantis, on est beaucoup plus proche de Oulaou et de Skijo, du petit jeu de cartes où on se prend pas la tête. C'est typiquement le genre de truc que vous allez jouer dans des barrageux. Moi, les dernières fois que j'ai joué, c'est dans des barrageux. Et alors, non seulement les gens m'ont dit « Ah, c'est cool !» Et à la fin de la soirée, les gens m'ont dit « On peut te reprendre la boîte, je voudrais refaire des parties pour le montrer aux gens de la table à côté. » C'est de ce niveau-là d'enthousiasme. On est sur « Je pioche des cartes colorées, j'essaie de les avoir devant moi, et je peux attaquer les gens pour leur piquer leurs cartes. » Bon. Pour leur piquer leurs cartes, il faut trouver des couleurs qui vont bien. Et au dos des cartes, on vous dit un peu quelle couleur ça peut être. Est-ce que vous arriverez à attaquer les gens? Est-ce que vous arriverez à le piquer vos cartes? Et surtout, ce que vous avez devant vous, il faut le mettre à la banque. C'est pas dit que vous y arrivez à le mettre facilement, il faut piocher les bonnes couleurs. Et une fois sur deux, ça rate. On est sur le genre de jeu dans lequel ça râle au fur et à mesure de la partie. Il y a des coups d'éclat, de cartes qu'on se vole et qu'on se revole et qu'on se survole, qu'on arrive enfin à mettre en banque au fur et à mesure du jeu. C'est trop drôle, trop enthousiasmant. Ça, il faut y jouer dans un festival. Ça se joue à plein, vous y jouez à des gens que vous connaissez pas, du coup pour les attaquer, à la tête. C'est très très bien, cette petite chose-là. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et vous en entendrez parler au fur et à mesure de l'année. On continue avec un autre petit jeu de cartes. Mind Up, un jeu de Maxi Rambourg illustré par Christine Alcouf. C'est les gens de chez Catch Up Game qui font ça. On est clairement sur un petit mécanisme à la 6 qui prend. Vous savez, le genre de jeu dans lequel on pose une carte devant soi, on révèle, on envoie au centre de la table. Cette fois-ci, il n'est pas question de récupérer des cartes, avoir des mouches et perdre des points. Non, vous devez récupérer des cartes sur de la table en fonction des couleurs. Les couleurs que vous allez récupérer, qui sont donc sur les cartes, vous rapporteront pas le même nombre de points. Les vertes, elles font peut-être qu'un point. Les rouges, elles en valent 5. Les violettes, elles en valent 3. Il faut bien viser. Arrivez à récupérer les cartes que vous voulez. Par contre, c'est compétitif. Les autres joueurs sont là pour récupérer ces couleurs avant vous. C'est une lutte un peu d'influence avec les autres. On sait jamais ce qu'ils vont mettre, on révèle tous en même temps, ça crie, ça râle, voilà. C'est la pile des jeux qui font râler. C'est par Maxime Rambourg et Christine Alcouf. C'est trop chouette, c'est dans des très très bons jeux de cartes sortis cette année. Et c'est cool, ça sort exactement à ce moment-là. Jouez-y, c'est de la bonne.
De temps à autre, il y a plein de commentaires et même mes collègues me le disent que j'en fais des caisses et que je suis trop enthousiaste. J'ai du mal à aller contre ma propre nature. Et ben ce truc-là, ça fait des années que je voulais que ça sorte en France. J'avais vu une vidéo de mon youtubeur de jeu préféré, qui s'appelle The Drowning Pawn, qui en parlait de ce jeu-là quand il était encore en version japonaise. Et je me disais, ah, c'est un jeu qui n'existe qu'au Japon, on n'y jouera jamais, je veux y jouer, ça a l'air trop bien. J'étais prêt à me le fabriquer avec des bouts de ciseaux et des stylos. Et un jour, il y a quelqu'un de chez Asmodée qui me dit, tiens, t'as vu, on va sortir ça. En mode, tiens, regarde, t'as vu Simon, c'est très moche, ça se vendra jamais, dis-nous que c'est moche, dis-nous que tu sais pas ce que c'est. Sauf que moi, quand je vois ça, je vois écrit Hisashi Hayashi. Et je sais que c'est l'auteur du jeu japonais auquel je veux jouer depuis des années. J'en dis, ah, c'est le jeu japonais auquel je veux jouer depuis des années qui s'appelle Suzuki, c'est trop bien, ça sort quand, j'en veux plein de boîtes, je veux en parler à la terre entière. Donc le mec en face de moi était décomposé, il s'était dit, tiens, je vais lui montrer un jeu moche, il va me dire que c'est nul. Et en fait, ils me disent que c'est un best-seller. Et ce truc-là, il sort pour le Festival du jeu de Toulouse. Je suis ravi. Je suis ravi, j'ai l'impression d'être l'auteur tellement je suis ravi que ça sorte. C'est Repo Productions qui font ça. C'est les gens qui font Time's Up. Et Just One. Et il y a un petit côté dans The Number, le Just One des numéros. On a chacune, une petite ardoise devant nous, sur lequel on va écrire un numéro à 3 chiffres. Alors un numéro à 3 chiffres, pour ceux du fond de la classe qui n'auraient pas suivi, qu'est-ce que c'est? 377, 112, 014, 999, des numéros à 3 chiffres. On écrit ça, on révèle, coucou, quel numéro on a mis? On va partir du plus grand numéro écrit au plus petit. Tiens, je vais vous écrire un numéro. Moi, admettons, j'ai mis 987. On va regarder tous les numéros qui sont en dessous de moi. Si autour de la table, il y a quelqu'un qui a mis un numéro dans lequel il y a un 9, un 8 ou un 7, il m'élimine. Les petits numéros éliminent les plus grands. Votre but, c'est survivre. Et de survivre en ayant le numéro qui commence par le plus grand chiffre possible. Ce chiffre-là, c'est les points que vous allez marquer. Vous voulez marquer des gros numéros. Si vous écrivez des gros numéros, vous allez vous faire dégommer. Ah! Et c'est tout le dilemme de la chose. 5 tours, dans lequel vous essayez de marquer le maximum de points à chaque fois, dans lequel vous essayez de dégommer les uns les autres. Et il y a une chose qui fait que le jeu marche excellemment bien. Chaque fois que vous avez survécu, oh, j'ai survécu, personne en dessous de moi n'a mis un 9, un 8 ou un 7. Désormais, jusqu'à la fin du jeu, je ne peux plus écrire de 9, ni de 8, ni de 7. Et ça, les autres joueurs le voient, les autres joueurs le savent. Ils peuvent mettre ces numéros-là sans être une menace, du moins sans être menacés par moi. Mais ils sont toujours menacés par les uns les autres. On est sur un petit jeu, 5 tours, toujours en simultané. On s'élimine les uns les autres. C'est malin. C'est diaboliquement malin. Plus vous barrez de numéros, plus vous marquez de points. Il y a 2 manches. Et à la deuxième manche, on sent que vous allez tenter d'éliminer la personne qui avait marqué le plus de points avant. Ça, quand vous lancez une partie de The Number, vous savez pas du tout à quoi vous attendre. Bah, regardez, la boîte est totalement abstraite. Le pitch que je viens de vous faire vous semble encore plus abstrait. Mais il y a une chose. Quand vous finissez une partie de The Number, vous dites « C'était malin, ça. Attends, mais si j'avais fait ça, et dans ce cas-là, vous avez non seulement envie d'y jouer, vous avez envie de tenter des choses. Et votre cerveau va vous dire « Attends, mais je me suis fait avoir. C'est vachement moins con que ce que je pensais. » C'est tout la magie des petits jeux japonais qui arrivent à être des jeux qui font beaucoup de choses avec très peu d'effets. Franchement, The Number, notre boulot, c'est de vous recommander des jeux. Et là, comme ça, on sent que c'est pas le jeu le plus sexy de la Terre. Regardez, Mantis, c'est quand même vachement plus sexy. Eh bien, il faut y aller. Il faut jouer à The Number. Et je suis ravi que ça sorte pour un festival. Parce que faire de l'incantation et dire « Oui, c'est génial !» Bon, on sait faire. On est en train de le faire. Mais vous dire « Oui, c'est génial, allez y jouer !» Il y a les retours des gens en face. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on veut un festival. Parce que je suis persuadé que ce truc-là est dans les trucs les plus enthousiasmants que j'attendais depuis des années et qui sortent en ce moment. Eh ben, on pourra se heurter à ça. Et si vous trouvez ça nul, vous venez sur le stand et vous dites « Je l'achèterai pas ». C'est nul. Ça sort en avant-première pour le festival également, par des gens qui viennent de Rodez, la ville la plus triste du monde. Cette ville m'a toujours filé le cafard, le bourdon. Et maintenant, elle nous file le frelon et les abeilles. C'est Alvéola, un jeu de gestion de ruches. On est dans un petit jeu de famille, Carcassonne, Acropolis, de tuiles. On récupère des petits bouts de tuiles et on vient construire une ruche au fur et à mesure du plateau. Soit en posant des petites tuiles les unes à côté des autres, soit en élevant la ruche. Et on essaie de remplir des alvéoles pour qu'il y ait un peu de miel à l'intérieur. En agrandissant la ruche, vous récupérez des fleurs qui permettent d'activer des pouvoirs spéciaux. Ou alors, il faut poser vos petites abeilles dessus.
Et plus vous les posez sur des étages élevés, plus vous aurez de points. Et à un moment, vous pourrez même poser votre reine, mais ça fera la fin de la partie. C'est pas forcément celui qui pose toutes ces abeilles qui gagne. C'est celui qui les pose au mieux, qui récupère du miel. Les tuiles que vous allez pouvoir choisir, il y a un petit système à la patchwork. On sent les influences de plein de jeux qui les ont précédés et qui sont très malins. Et on retrouve l'élégance, la rapidité et le côté un peu... Je peux y faire jouer avec tout le monde, c'est malin et le thème est un peu sexy. C'est Thomas Favrelière qui fait ça et c'est une toute nouvelle maison d'édition qui sort leur premier jeu pour le festival. Comme ça, vous pouvez rencontrer les auteurs, les créateurs, leur donner des retours. Et vous pouvez même vous les faire dédicacer. Si vous avez envie sur le festival de jouer un petit jeu de plateau en 20-30 minutes avec des potes avec un thème assez charmant, c'est tout nouveau, ça vient juste de sortir, vous pouvez venir jouer à Alvéola. Quand on va dans un festival de jeux, comme quand on va dans un bar à jeux, c'est pouvoir jouer avec des jeux un petit peu idiots et rencontrer des gens et se mêler à ces gens et à jouer des jeux idiots avec et vivre un moment idiot. Ça fait beaucoup de fois le mot idiot. C'est parce que le jeu d'après est gravement idiot. Ça s'appelle Branle-bas le Wombat avec plein de B et pas de P à l'intérieur. Alors ça c'est chelou. C'est très 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 chelou. Enfin, comment montrer ça, je me suis dit, bouh, qu'est-ce que c'est que ça, là? Ça va pas du tout. J'ai joué, je fais, oh merde, c'est trop bien. Je veux jouer à ça. Et pendant que j'étais en vacances, j'ai fait jouer des gens dans des bars à jeux à Rennes. Et je me déplaçais de table en table à Rennes. Je fais, hey, jouer à ça, et jouer à ça. Et je faisais tout le tour du bar. Parce que j'avais envie. C'est un jeu, non seulement vous avez envie d'y jouer, mais vous voulez voir des gens y jouer. On a une vidéo des soirées jeux du passe-temps qui arrive, ou qui est peut-être déjà sortie, dans lequel on joue à Branle-bas le Wombat. Et à The Number aussi. Parce que il faut voir ça. Branle-bas le Wombat, c'est trop cool. Comment ça marche, Branle-bas le Wombat? Vous avez à l'intérieur des tours. Vous savez, des tours de Hanoï. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Cette espèce de... On dirait des jouets pour les enfants de 3 ans, dans lesquels vous allez empiler sur un petit socle des petits plots. Là, voilà, en plastique. Hein, tout moche. Tatin, une tour de Hanoï. Bravo, mon petit, tu as 4 ans. Et votre but, c'est d'arriver collectivement à faire 3 tours de Hanoï. Tout est dans la boîte, et au top départ, on va tous pouvoir fouiller, attraper des morceaux et commencer à empiler des tours. Très bien. Mais, on n'a droit qu'à une seule main. Mais, tout va se jouer en simultané et rien ne doit sortir du couvercle de la boîte. Mais, on a les yeux fermés. Alors on peut parler, dire « Attends, j'ai un truc à la main, non lâche ça, c'est mon doigt », tout ça. Bonne ambiance. Mais... il y a un traître. Il y a quelqu'un qui va vous empêcher de faire les tours. Et ça, c'est trop bien. Alors vous êtes là, en train de faire votre tour, les yeux fermés, vous galérez comme un damné. Et vas-y, qu'il n'y a pas quelqu'un qui commence à enlever des morceaux, qui commence à vous taper sur la main, qui retourne tout, discretos, et qui fait genre « Oh non, la tour, elle est cassée !» Bon, c'est immensément bête, vous vous tirez sur les doigts, à partir du moment où vous voyez quelqu'un qui enlève une pièce, ben qu'est-ce que vous faites? Vous voulez remonter à la source, inspecteur Clouseau, et vous allez toucher son bras pour savoir en fait qui c'était, la personne qui a enlevé les morceaux. C'est un vrai jeu dans lequel on se touche, dans lequel on touche des choses, il y a des traîtres autour de la table, c'est 1 minute 30, ça crie, ça hurle, ça se tire sur les doigts. Alors évidemment, quand vous avez fait votre tour là, que vous avez réussi à y arriver tant bien que mal, vous allez mettre votre main au-dessus pour que personne ne vous l'enlève, ou vous allez sentir qu'on vous tire sur les bras. C'est drôle. Et puis tout ça, les yeux fermés. Et à regarder, vous voyez des gens empiler des trucs, vous voyez le traître commencer à faire un peu des trucs en fourbasse. Qu'est-ce que c'est rigolo ce truc. Je sais pas si c'est le jeu dont vous allez faire 500 parties dans votre vie. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les 2 ou 3 parties que vous allez faire, vous allez grave vous éclater. C'est toujours les gens d'Exploding Kitten qui font ça. Il y a plein de rôles. Il y a plein de rôles farfelus à l'intérieur que vous pouvez greffer au fur et à mesure des parties, même si c'est déjà idéalement très bête et très simple comme ça. Moi, je rêverais de pouvoir jouer à une version géante de ça, avec des trucs énormes là, à la Fort Boyard. Bon, par contre, le mec qui vient enlever tout ça discrètement, les yeux fermés, j'y crois pas trop. On n'a même pas encore de boîte, il n'est pas encore fabriqué, il sera juste là à temps, tout chaud, sorti du four, au moment où vous arriverez dans les allées du mythe. Un jeu qui devrait faire grand bruit, auquel pas mal de monde devrait jouer en France et dont vous entendrez beaucoup parler dans les semaines et mois à venir. Ce jeu porte le nom de Focus. C'est Old Chap qui font ça. Les gens qui font Fiesta de los Muertos. C'est d'ailleurs un des auteurs de Fiesta de los Muertos, Antonin Bocara, qui fait ça. Il n'est pas tout seul. Avec lui, il a l'auteur de quelqu'un qui a fait plein de jeux, mais notamment qui est connu pour avoir fait Profiler, petit jeu d'ambiance chez Cocktail Game qui était grave cool. Vous avez joué à Codenames? Qu'est-ce que c'est bien. Vous avez joué à Similo? C'est trop cool. Vous avez joué à Codenames Images? C'est quand même vachement moins bien Codenames Images. Mais
Focus, c'est l'intelligence de The Mind, avec un esprit de jeu proche de Codenames, pour jouer à deux, et coopératif. Le but est donc, parmi 16 images au centre de la table, de s'en faire deviner une, l'un comme l'autre. Mon image secrète est planquée parmi les 16. L'image secrète de mon coéquipier est planquée parmi les 16. Laquelle qu'il a, laquelle que j'ai, c'est la question qu'on va se poser. En fait, on va pas vraiment se poser de questions parce qu'on ne va pas vraiment parler. On va juste communiquer avec des images. Les illustrations sont de Simon Caruso. C'est le monsieur qui avait illustré The Loop. Mais alors, on est dans un style graphique tout à fait différent dans Focus. C'est à mon tour de jouer. Je dois enlever une carte du centre de la table. Pas la mienne, pas celle de mon coéquipier. Tour à tour, il faut qu'on retire des cartes sans jamais toucher à nos cartes secrètes l'un comme l'autre. Quand j'enlève une carte, c'est que ce n'est donc pas mon image secrète, mais c'est également un indice. J'enlève les menottes. C'est un indice que je donne à mon coéquipier pour lui faire dire « Mon image, elle a un rapport avec les menottes. » Mon coéquipier va jouer, il va enlever une pomme. Son image a un rapport avec une pomme. Au fur et à mesure du jeu, il faut qu'on enlève des cartes, qu'on en enlève, qu'on en enlève, qu'on en enlève. Il y en aura de moins en moins, en moins, en moins. Si à un moment, j'enlève une carte et que c'était l'image secrète de mon coéquipier, on perd aussi toute la partie. On ne peut pas communiquer autrement. Pas de clin d'œil, pas de mots, pas de choses qui pourraient perturber tout ça. Tout se passe mentalement, ce qu'on appelle du guessing. Mais s'il a pris cette image-là, c'est parce qu'il veut m'envoyer cette information-là ou telle autre. Si vous avez joué à Codenames, vous avez vécu cette torture mentale. Mais le jeu est adapté pour faire jouer à deux. Et c'est un des très 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 rares jeux d'ambiance qui peut se jouer à deux. Et c'est super réussi. Il y a plusieurs modes de jeu. Il y a un mode de jeu très simple et puis après ça avance en complexité au fur et à mesure de la chose pour avoir une belle rejouabilité. Eh ben c'est trop malin, c'est assez atypique, et encore une fois, ce qui fait la différence avec plein d'autres jeux, c'est super bien édité, c'est juste ce qu'il faut de règles, ça tient en deux lignes, il n'y a rien en trop, rien en moins, les illustrations sont top et vous passez un excellent moment. Allez y jouer au festival, ça va vous prendre 10 minutes. Vous verrez si vous êtes du même avis que moi, ou du même avis que Baptiste, on vous en a déjà parlé encore dans la vidéo du retour qui parle de Cannes, mais ça, banger! Il est beau, il est jeune, il est dynamique, ce n'est pas moi, c'est Théo Rivière. L'an dernier, il était venu au Festival du jeu présenter Paquet de Chips. Ça vous avait bien plu. Cette année, il vient avec Corentin Lebras. Je crois pas qu'il vienne, Corentin Lebras, mais Théo Rivière sera là. Il y aura Antoine Boza. On en parle après. Nous présenter un fucking dilemme. Alors, ça a l'air d'être très con. Ça l'est. Qu'est-ce que c'est fucking dilemme? On est sur du jeu de bar. Vous savez, ce genre de jeu dans lequel et tu préférerais si t'avais ça. Alors, on va tirer des cartes au pif. Alors, la question c'est, est-ce qu'on serait d'accord ou pas pour qu'il nous arrive un truc dans la vie, plus ou moins pourri, mais un peu réjouissant quand même? Bon, on hésite, on en débat, on vote avec les doigts. Alors, vous pouvez donner un orgasme à n'importe qui en claquant des doigts. Plutôt cool. Mais chaque fois que vous sortez d'un bâtiment, quelqu'un hurle votre nom. Oui, bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Chaque dimanche, vous pouvez effacer de votre mémoire de manière permanente un de vos souvenirs. Ah oui, ça peut être bien. Mais, une fois par an, vous devez aller à l'école ou au boulot en slip. Eh, franchement, j'hésite. Eh ben voilà, c'est toute l'hésitation. Tous autour de la table, on va voter oui ou non, et on va marquer des points si on a deviné qu'est-ce que décidait la personne qui a tiré le dilemme. On est sur le genre de jeu dans lequel vous allez prendre autant de plaisir à faire défiler les cartes qu'à voter. Est-ce que c'est un grand jeu? Non! Est-ce que c'est un jeu dans lequel vous allez vous marrer en jouant? Oui! Donc, sur un festival, c'est parfait. Et ça sort exactement en avant-première à ce moment-là. Et il reste un jeu, mais on l'a reçu là! J'ai pas encore eu le temps d'y jouer. Mais je vais vous expliquer pourquoi je vous en parle. C'est un jeu de Michael Rinek qui s'appelle Venturesome. Et moi, je suis très fan d'un petit jeu dans la vie, qui est plus commercialisé depuis très longtemps, qui s'appelle Murmure ou Parler, Palast Geflüster. J'avais souvent parlé sur l'histoire de la chaîne. Et ben Michael Rinek, c'est un peu avec Venturesome, la nouvelle version de Palast qui vient de sortir. Je n'y ai pas encore joué. Les avis sur le jeu pour l'instant, qui sont en anglais, sont pas dithyrambiques.
Mais ce qu'on va faire, on va faire un échange de bons procédés. Si vous venez au Festival du Jeu, vous allez jouer à 20 sur Somme, et vous venez me dire à la boutique, là, parce que je vais traîner dans mes 10-15 mètres carrés de la boutique à longueur de temps, vous venez dire, ben, on y a joué, qu'est-ce qu'on en a pensé? Comme ça, au moins, pour une fois, c'est vous qui influencerez les influenceurs, et non pas l'inverse. Et ça peut être cool, un peu d'échange. Si on vient à un festival de jeu, c'est pour se parler, c'est pour discuter. Je serai sur le festival tout le week-end. Si vous voulez m'attraper pour qu'on aille jouer à Oulaou, ou pour qu'on aille discuter de Oulaou, ou pour qu'on aille branler le wombat, ben pas de souci. Je suis à portée de main. Un autre truc qu'on est trop content d'avoir en avant-première, on est tellement content qu'on a gardé la boîte chez nous pour y jouer, je ne l'ai pas pour le tournage, c'est la suite d'un jeu dont on avait fait des parties avec Baptiste en vidéo au tout début de la chaîne. C'est la suite de Mission Pas Possible, un jeu de désamorçage de bombes et de rapidité. La suite donc de ce jeu-là, et ce jeu, qui sera en avant-première au festival, c'est Mission Super Pas Possible. Déjà que c'est un jeu galère, Mission Super Pas Possible, ça n'en finit plus d'être encore plus galère. Un jeu dans lequel on jette des dés très rapidement, et il faut les poser sur des cartes qui sont des bombes afin de les désamorcer. Eh ben, il y a des nouveaux systèmes de jeu dans Mission Super Pas Possible. Il y a des cartes qui s'appellent des cartes d'étincelles, qui sont des nouvelles bombes qui se rajoutent au fur et à mesure de la partie. Les joueurs jouent avec des pouvoirs spéciaux. Les dés ont des fois 2 couleurs et peuvent être posés sur différentes cases de bombes pour les désamorcer. Vous l'avez compris, c'est une version survitaminée et décuplée de Mission Pas Possible. Ben allez-y, faites une partie, c'est 10 minutes de toute façon sur le festival. Venez y jouer. Mais au-delà des avant-premières, il faut que je vous parle des jeux qui sont sortis au mois d'avril et qui sont vraiment trop cool, et que c'est l'occasion d'y jouer au festival et de les découvrir à ce moment-là. Et il faut que je vous parle de ce qui va se passer sur le festival. Tous les auteurs, les dédicaces, les tournois, les événements, ça dure 3 jours, hein, et ça dure même une nuit. Donc c'est pour vous dire, vous allez pouvoir en vivre des choses à l'intérieur de ce festival. Et dans la catégorie les jeux qui viennent de sortir, auxquels il faut absolument que vous jouiez. Parce qu'il y a de très très fortes chances pour que ça fasse le même effet que ça m'a fait à moi, que ça a fait à Christy, que ça a fait à tous les gens qui sont un peu passionnés de jeu. Vous commencez à jouer à ce truc-là et vous dites « Allez, on fait une revanche », et puis une autre, et puis une autre. C'est sans doute un des meilleurs petits jeux de cartes intelligents, malins, sortis depuis Sea Salt and Pepper. C'est le redoutable Trio, ce petit jeu japonais de Kaya Miyano. C'est un jeu dans lequel vous avez des cartes en main, des cartes avec des numéros, et vous cherchez à recomposer des sortes de familles de numéros, des brelans de numéros. Vous cherchez les 3-1 qui sont planqués dans le jeu, les 3-2, les 3-3, les 3-4, en vous posant des questions les uns les autres. Montre-moi la carte la plus grande que tu as dans la main, montre-moi toi la plus petite, et vous menez une petite enquête de cartes pour savoir qui planque les numéros et les retrouver par 3. Eh ben, on a l'impression de jouer à un set famille moderne dans lequel il y aurait un peu de mémoire à l'intérieur, à savoir, quand je vous dis ça, le pitch fait pas rêver. Eh ben, des fois, on vous dira, un set famille avec de la mémoire, ça fait pas envie, vous commencez à jouer à ça, vous dites oui, on en refait une autre. Allez, on en refait une autre. Allez, on en refait une autre. Et c'est tous les charmes de ces jeux-là, comme des Oulaou, comme des Skijo, Sea Salt and Pepper. Ça paye pas de mine, mais c'est des grands jeux, parce que pour être un grand jeu, c'est pas la peine de rajouter des couches de règles, de réinventer la roue à chaque fois. Il suffit d'être redoutablement efficace. Et Trio, 3-6 joueurs, plein de niveaux de règles différents dans lesquels vous allez pouvoir jouer en équipe ou avec des variantes avancées. Ben, ça vous titille votre appétit ludique. Si vous êtes en festival, allez faire une partie de ça. C'est expliqué en 5-10 minutes, vous allez squatter la table pendant des heures et les gens vont faire la queue derrière. Restez pas, faut que les gens puissent jouer aussi. Chaque semaine, j'anime sur la chaîne secondaire du Passe-Temps une émission qui s'appelle C'est Dispo, avec mon comparse Sébastien, une émission dans laquelle on présente tous les jeux qui sont nouvellement disponibles dans le monde du jeu de société. Et ben, Sébastien, quelqu'un avec qui on voit passer 800, 1000 jeux chaque année qui passent entre nos mains, il y a un jeu dont il me parle depuis très longtemps, qui sort là, dans les jours qui précèdent l'alchimie du jeu. Ce petit jeu, c'est un petit jeu de cartes, qui n'est pas sans rappeler King Domino ou Isle of Skye, pour ceux qui auraient une connaissance un petit peu du jeu. Un jeu dans lequel on va créer un territoire avec des animaux, mais le jeu va nous donner des contraintes. Il ne faut pas mettre les girafes à côté des flamants roses, il faut faire des bouts de banquise les plus grands possibles avec des ours qui vont par paire. Et ce petit jeu trop malin, c'est Nimalia. C'est le premier jeu de son auteur William Levin, et c'est illustré par Pauline Détraz, qui cette année a illustré un truc qui s'appelle Acropolis, dont vous n'avez sans doute pas entendu parler, parce que c'est pas terrible, c'est faux. C'est Acropolis, c'est très bien. Et ben Nimalia, c'est la même personne qui fait les illustrations derrière des petits animaux, des pandas, des flamants roses et des ours polaires, parce que votre but est de créer un petit monde avec des animaux. Mais comme King Domino, on se retrouve avec non pas des dominos de terrain, mais des cartes sur lesquelles il y a plein de bouts de terrain. Vous les posez devant vous, vous les empilez. Il ne faut pas que ça dépasse un carré de 6 par 6, et chaque fois que vous jouez une carte de votre royaume, tout ce qui vous reste dans la main, vous envoyez au voisin ou à la voisine ce qu'on appelle le draft.
Vous êtes là à chaque tour à poser vos cartes, à les empiler, à faire disparaître, réapparaître des trucs au fur et à mesure que vous superposez tout ça. Et au début de la partie, on a tiré des missions. Vous les connaissez à l'avance, vous savez ce que le jeu va vous demander de faire, mais vous allez galérer quand même à y arriver. C'est tout un petit casse-tête intellectuel dans lequel vous râlez dans votre coin, ou vous exultez quand vous arrivez à faire les contraintes qu'on vous a demandées. Si vous avez bien aimé des jeux comme King Domino, comme Codex Naturalis, un petit jeu de chez Bombix dans une boîte en métal, c'est tout à fait un jeu qui aurait pu être édité dans cette collection-là, tant c'est malin, mignon, agréable à jouer, fluide, et puis on veut faire une revanche. Et puis ce ne sera pas les mêmes missions. Mais ça sera toujours le même embarrassement de dire mais comment je fais rentrer ces animaux sans avoir l'impression de hurler dans ma tête. C'est très plaisant. Ça ne sait pas ça rappeler non plus un petit jeu qui s'appelle Calico avec des chats, mais Animalia, c'est quand même vachement mieux. Il y a des pandas et des loutres. Ah tiens, si vous aimez bien les jeux avec des animaux, hop là! Et si vous aimez bien les jeux avec des plantes, eh ben il y a un petit jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle Happy Bee. C'est la gamme By Nature de chez Helvétique qui font ça. Et il y aura les auteurs sur le festival. Il y aura Maxime Rambourg, l'auteur de Mind Up, et Théo Rivière, l'auteur de Fucking Dylan, qui seront là pour qui seront là, c'est déjà pas mal. Ils seront là pour vous dédicacer les boîtes de Happy Bee. C'est un petit jeu de draft, une sorte de Seven Wonders des plantes, dans lequel on va essayer de récupérer les meilleures plantes. Et il y a un truc rigolo. Au début, on n'a pas beaucoup de cartes. Après, on en a beaucoup. Après, on en a de moins en moins. Ouh, les montagnes russes des plantes. À vous de récupérer les meilleurs bouquets, de vous en sortir le mieux et de ne pas laisser les bonnes cartes aux voisins. C'est tout à fait réjouissant. Le jeu dont je vais vous parler sera sorti 15 jours avant le début du festival. C'est un jeu dont vous allez entendre parler à peu près partout sur les réseaux sociaux, même jusqu'à l'overdose, ce qu'on appelle la hype et le buzz dans le monde du jeu. Un jeu qui fait tellement l'événement que tout le monde se met à jouer à ça, à donner son avis soir et matin sur ce jeu-là. Les avis des gens, c'est bien, mais faites-vous le vôtre, venez y jouer au Festival du jeu. Et je vous dis ça parce que, pour y avoir pas mal joué avant sa sortie, c'est quand même un truc sacrément irréprochable. Si vous avez aimé comme moi jouer à Wingspan, si vous avez aimé comme moi jouer à Race for the Galaxy, si vous avez aimé comme moi et la Terre entière jouer à Terraforming Mars, Earth est donc l'enfant plutôt légitime de ces trois jeux-là. On retrouve dans Earth le côté je joue des cartes et j'essaye de recréer un monde avec ces cartes-là. Ici, ce sont des cartes sur la biodiversité, avec des plantes, du romarin, des champignons, des buissons, des îles et des catastrophes météorologiques. Chaque joueur et joueuse dispose d'un petit plateau sur lequel il va choisir parmi 4 actions qui sont toutes bêtes. Jouer des cartes, gagner des sous, faire apparaître des germes et faire pousser vos plantes. On répète, jouer des cartes, gagner des sous, faire apparaître des germes, faire pousser des plantes. Et chaque fois qu'à votre tour vous faites une de ces actions, les autres la font aussi. Vous jouez des cartes, les autres vont jouer des cartes. Vous gagnez des sous, les autres gagnent des sous. Vous faites pousser vos plantes, les autres font pousser leurs plantes. Donc, c'est un jeu dans lequel on est tout le temps en train de jouer. Soit parce qu'on a choisi une action, soit parce qu'on fait la même que la personne dont c'est le tour. Une partie d'1 heure, et vous ne vous arrêtez jamais de jouer. Vous ne décrochez jamais de votre partie de Earth. Et on retrouve dans Earth tout le bonheur de ces jeux-là. Earth, c'est des centaines de cartes différentes. Et à chaque partie, vous tomberez jamais sur les mêmes. Vos cartes de départ, qui représentent des îles, des animaux, des missions, des pouvoirs spéciaux. Je sais plus, il y a un truc mathématique, vous savez, pour dire il y a 25 633 combinaisons possibles. Ça pour vous dire, c'est absolument inépuisable. Et donc, à chaque partie, vous aurez envie de piocher, de jouer des nouvelles cartes et de découvrir des nouvelles possibilités. De vous dire, oh, j'ai réussi à jouer ce terrain qui rapporte des points pour le compost que j'ai réussi à fabriquer pendant la partie. On retrouve tout ce plaisir qu'on avait vu dans Terraforming Mars, d'un jeu qui monte en puissance. On retrouve tout le plaisir qu'il y avait dans Wingspan, à jouer un jeu au thème très doux, très agréable. On n'est pas en train de poser des œufs, on est en train de poser des germes. On n'est pas en train de cacher des cartes sous les oiseaux, on est en train de mettre des cartes dans le compost. Les similitudes entre les jeux sont très fortes, mais il en reste un jeu très agréable à jouer. Certes, assez solitaire. Chacun fait sa vie dans son coin, on s'impose des actions les uns les autres, mais on est plus sur un jeu de développement que sur un jeu de ralentissement de vos adversaires. C'est de 1 à 5 joueurs. Je vous conseille peut-être pas forcément de venir jouer en solo à une table, à un festival du jeu. C'est l'occasion de jouer avec des gens. Vous pouvez y jouer jusqu'à 5, et même à 5, le jeu reste super dynamique, super agréable. Et ben, ce truc-là, vous allez en entendre parler partout, comme je vous l'ai dit. C'est l'occasion de vous faire votre propre avis et de vous confronter à l'idée qu'on se fait de ce jeu au sein de l'équipe
À savoir que ça ne réinvente rien. Ce n'est pas une création inouïe avec des mécaniques qu'on n'aurait jamais vues auparavant. On est avec Earth sur une proposition qui sera de l'impact de ce qu'a pu être Living Forest ou Ark Nova en son temps. Living Forest étant un jeu plus tumultueux, Ark Nova étant un jeu plus complexe. Mais on a bien l'impression, quand on joue à Earth, de jouer à quelque chose qui est d'un intérêt très supérieur à la moyenne des jeux édités sur le marché. C'est assez irréprochable, ça fait partie des jeux qui marqueront l'année. C'est l'occasion de venir le découvrir, de le venir y jouer et de vous faire expliquer les règles par des gens. Parce que franchement, c'est expliqué en 5 minutes. Je pense que les bénévoles seront ravis de pouvoir vous l'expliquer. Venir en festival, c'est également l'occasion de rencontrer tous les gens qui sont derrière les jeux. C'est une métaphore. Là, tout ce qu'il y a, c'est une plante Ikea en plastique à 2,50 €. Cette année, le parrain et la marraine du festival, c'est Wilfried et Marie-Fort. C'est des auteurs de jeux, principalement de jeux pour enfants, et de trucs un peu à succès. Dragomino, c'est eux. Mr. Wolf, c'est eux. Ils ont gagné un As d'or avec ça. C'est les auteurs de Fabulia, c'est les auteurs de Toko Island, c'est trop bien Toko Island, c'est les auteurs de La Manière d'Archimboldo, les auteurs de bien des jeux. Et ils sont là pour parrainer tout le festival. Ils resteront tout le week-end. Ils vont vous faire jouer à leur jeu. Je crois qu'il y a des animations sur Fabulia qui vont se faire à des moments, des À la manière d'Archimboldo. Ils pourront vous dédicacer leur jeu et ça, c'est cool. C'est pas les seuls auteurs qui seront là sur le festival. Il y aura plein d'éditeurs qui seront là également. Je crois que vous pourrez voir Antoine Boza qui fait tourner son prochain jeu de sa prochaine maison d'édition qui montera lui-même avec des gens de chez Ropoprod. Il y a les gens de chez Silex qui viennent avec Mosaïque, un grand jeu de civilisation qui va jouer jusqu'à 6, et Amalfi, un des jeux experts assez retentissants qui devrait sortir en fin d'année. Vous pourrez y jouer en avant-première au Festival du jeu. Vous pourrez faire des tournois d'Acropolis contre Jules Messot. Vous pourrez jouer à Focus avec Antonin Bocara et Romaric Gallonnier. Il y a des tournois de jeux, il y a des jeux géants, il y a Asmodée qui se déplace, il y a Rope Production, il y a les gens de chez Lucky Duck, il y a les gens de chez Yellow qui se déplacent pour vous faire jouer à tout ça. Bref. Vous allez pouvoir jouer tout le week-end. Il y a une bourse aux jeux dans laquelle vous pouvez revenir revendre vos jeux d'occasion. Il y a tout plein d'auteurs qui vous présentent des prototypes de jeux qui vont sortir dans quelques années. Ou qui sortiront peut-être jamais, mais au moins vous pouvez discuter de « Ah, j'ai bien aimé, comment améliorer les choses ?» Il y a des crêpes, et elles sont bonnes les crêpes. On va peut-être pas faire une vidéo juste pour ça. Il y a des tournois de jeux, il y a un espace événement où il se passe plein de choses tout au long du week-end, des dédicaces, je l'ai déjà dit. Pour ceux qui viennent exprès pour le festival, vous pouvez venir à la boutique en ville, au Passe-Temps. 30 rue des Lois. Et à ce moment-là, la boutique reste ouverte. On organise une braderie. On revend tous nos jeux de démo, tout ça. On solde pas mal de choses à cette occasion-là. Donc si vous vous dites « Eh, c'est cool, on pourrait venir à Toulouse pour l'occasion », bah, vous pouvez passer en ville, vous pouvez venir au festival. C'est l'occasion de repartir les bras chargés de jeux. À pas cher. Tous les jeux que vous nous achèterez à la boutique pendant le festival, la moitié de ce qu'on gagne dessus est reversé à l'organisation du festival, pour que le festival puisse être périn et puisse se maintenir d'année en année. Et jusque-là, ça marche plutôt bien, parce que c'est la 20e année que ça a lieu. Et arriver à faire un festival de jeux gratuit en 2023, c'est plus que sportif. Donc si vous voulez soutenir l'événement, si vous voulez laisser des sous à l'entrée pour compenser un peu tous les coûts qu'il peut y avoir sur l'organisation d'un tel événement, eh ben c'est grave cool et c'est ce qui permet à Toulouse d'être une des villes les plus émergentes et les plus importantes en termes de jeux. Toulouse est une ville qui revient très très souvent quand on en parle, qui a pas mal d'auteurs, de maisons d'édition, de festivals, de barrages, de ludothèques et de boutiques. C'est pour une raison. C'est aussi grâce au Festival du jeu et au boulot de Bruno pendant des années et de tous les membres des associations qui se démènent pour faire en sorte que ça soit un événement majeur en France. Donc, venez soutenir tout ça. Venez passer un week-end trop cool à jouer à des choses. Une des différences majeures de ce festival par rapport à d'autres, c'est que vous avez le temps. C'est un festival à taille humaine. Et si, que ce soit à Cannes ou à Essen, vous entendez parler des jeux, à Toulouse, c'est l'occasion d'y jouer et de parler avec les gens qui font ces jeux-là. Et ça, pourvu que ça dure. Venez nombreux, venez joyeux, venez pas en orange, sinon on va vous demander d'expliquer des règles de jeu pendant tout le week-end, on va vous confondre avec des bénévoles. Mais venez quand même. À bientôt pour des nouvelles aventures et venez discuter de jeux à la boutique au festival. Bisous!